Alors maintenant, on ouvre un autre volet, idéaux et sous-anneaux. Pourquoi idéaux et sous-anneaux? En gros, parce qu'on n'est pas dans les espaces vectoriels. Les espaces vectoriels, on arrive dans la structure, on a des morphismes, on regarde le noyau et l'image, et noyau et image sont des sous-espaces vectoriels. Donc on étudie voilà, les sous-espaces vectoriels. Là, il y a une dissymétrie dans le monde des anneaux, c'est-à-dire qu'on arrive dans le monde des anneaux, on crée des morphismes, et là, les noyaux sont des idéaux, et les images sont des sous-anneaux. Voilà, bon. Et on va s'intéresser ici aux idéaux. Qu'est-ce que c'est qu'un idéal? C'est une partie de l'anneau A, l'idéal d'un anneau A, hein, tel que I plus pour l'addition de A, bah, c'est un sous-groupe, et quelque chose d'un petit peu plus fin qu'être stable par la multiplication interne, c'est que si X est dans I et A dans A, alors AX appartient à I. Voilà. Donc c'est très proche de la divisibilité, puisque on va avoir cette propriété va impliquer que dès que l'on a un élément dans I, on va avoir tous ses multiples. Voilà. Hein, donc tous les gens que lui divise. Donc c'est lié à la divisibilité. Ensuite, bon, un idéal, c'est toujours un noyau et toujours un idéal. Bon, d'abord. Ben, en gros, parce qu'un noyau, c'est l'ensemble des f tel que f de x va donner 0, l'ensemble des x tel que f de x, où f c'est le morphisme, va donner 0, et 0 a un caractère absorbant. Hein, d'accord. Si x égale 0, alors a fois 0, et ben, ça fait 0. Vous voyez? Et ben, i, le noyau, va hériter en quelque sorte du caractère absorbant de 0. Donc c'est ce qui s'exprime un petit peu ici. Donc un noyau, donc c'est un idéal. Réciproquement, c'est pas difficile de voir que avec les structures quotients, qu'un idéal, c'est toujours un noyau. Donc on perd pas de généralité à étudier les idéaux en étudiant, en voulant étudier les noyaux. Maintenant, proposition, on va étudier les idéaux de Z, voilà, fait partie de ce qui nous intéresse dans un anneau, et là ça va être particulièrement simple. Si on prend n dans Z, j'appelle n fois Z, ben, c'est l'ensemble des nx tel que x dans Z, donc c'est l'ensemble des multiples de n, eh bien, il se trouve que c'est un idéal. Donc en particulier, comme c'est un idéal, c'est un sous-groupe de Z. Réciproquement, si on part d'un sous-groupe de Z, donc en particulier si c'est un idéal, alors on va pouvoir trouver un n tel que h égale nz, et n est unique au signe près. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si on en trouve deux, c'est qu'ils sont égaux modulo les inversibles, c'est-à-dire modulo les signes. Voilà. Alors ça, c'est une proposition qui va... faut pas croire que c'est général. D'abord, c'est très difficile en général de classifier tous les idéaux dans un anneau. Et surtout, en général, l'ensemble des idéaux est strictement inclus dans l'ensemble des groupes, quoi, hein. Alors, bon, faut pas s'habituer à ce luxe. Mais voilà. Alors la preuve, bon, bah, d'abord, c'est facile de voir que nz, c'est un idéal. D'abord, quand on ajoute des multiples de n, bah, ça nous donne un multiple de n, puisque par distributivité. Ensuite, c'est absorbant, c'est-à-dire que quand on multiplie nx par un élément quelconque de z, bah, on a un multiple de nx, donc on a un multiple de n, donc c'est un multiple de n. Donc voilà, c'est un idéal. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, la réciproque. On va partir d'un idéal et on veut montrer qu'il est de la forme nz. Et en fait, on peut partir juste d'un sous-groupe. On n'a pas besoin d'un idéal. Donc ici, je pars d'un sous-groupe.
S'il est nul, il n'y a pas de problème, je prends n égale 0. S'il est non nul, eh ben, j'ai un élément non nul. Mais comme c'est un sous-groupe, je peux toujours multiplier par moins 1, disons prendre l'opposé, hein, quitte à prendre l'opposé, je peux toujours le supposer strictement positif. Voilà, donc il est strictement positif ici. Et j'ai H inter, les naturels strictement positifs, qui est non vide. C'est un ensemble non vide. Comme c'est un ensemble non vide, je peux toujours prendre un élément minimal. Donc, qu'est-ce que c'est que n? Il est caractérisé par le fait qu'il est minimal, strictement positif, dans H. Voilà. Comme n est dans H, forcément, n plus n, c'est-à-dire 2n, est dans H, parce que H est stable par plus. Mais n plus n va être dans H, etc. Donc on a tous les multiples de n positifs. Mais comme H est un groupe, moins n est aussi dans H. Et donc on a tous les multiples négatifs aussi de n. Et donc globalement, on va avoir tous les multiples tout court, et puis on a 0, bien sûr, évidemment, et on va avoir nz qui est inclus dans H. Maintenant, je vais montrer la réciproque, que H est inclus dans nz. Voilà, maintenant, réciproquement, il va falloir montrer que H est inclus dans nz, donc on aura H égale nz. Donc je vous rappelle que on a fixé un sous-groupe H de n, et on a pris non nul, et on a pris le minimum de H inter z plus étoile, c'est-à-dire n, il est strictement positif, il est dans H, et il est minimal. Voilà, donc maintenant, je pars d'un élément petit a de H, et je veux montrer qu'il est multiple de n. C'est-à-dire, je veux montrer qu'il est divisible par n. Et donc, je veux faire la division de a par n et voir si le reste est nul. Donc ici, c'est le critère de divisibilité. Donc ici, on a a égale nq plus r. Ça, c'est ma division euclidienne. Avec r compris entre 0 et n a priori, mais a posteriori, je veux que r soit nul. Mais comme n est dans H, d'accord, c'est un min, donc il est dans H, on a vu que comme n est dans H, nq est dans H, tous les multiples vont être dedans, hein, on l'a vu par un processus additif et soustractif, on va avoir nq dans H et a dans H, d'accord? Donc la différence est encore dans H, donc R est dans H. Mais maintenant, R est strictement plus petit que N, et il est dans H, par minimalité, et forcément, il ne reste à R qu'à être égal à 0. D'accord? Et donc on a montré que N divise A. Et donc on a montré ça. Voilà. Donc maintenant on a l'égalité. Et maintenant l'unicité au signe près. Je suppose que nz égale n'z. Et qu'est-ce qui va caractériser Alors je prends n dans z maintenant. N et n' sont dans z. Comment caractériser, à partir de ce sous-groupe, la valeur absolue de n, d'accord? Et la valeur absolue de n, ici, c'est le plus petit positif, on suppose que n est non nul, c'est le plus petit strictement positif qui soit dedans, d'accord? Voilà. Donc, comme les deux groupes sont égaux, le plus petit strictement positif des deux groupes, c'est le même, puisque les groupes sont égaux, c'est une évidence. Donc, valeur absolue de n est égale à valeur absolue de n'. Et donc, n' et n sont égaux au signe près. Voilà. Donc, on a l'existence et la quasi-unicité, toujours modulo les inversibles, ce qu'on va retrouver tout le temps dans le monde des anneaux. Voilà. Alors, finalement, en conclusion, les idéaux, on les connaît, tous les idéaux de Z. Tous les sous-anneaux aussi, il se trouve que c'est la même chose, mais c'est parce que ce sont des sous-groupes, et les sous-groupes aussi. Donc là, vraiment, on est en terrain conquis, dans Z. On connaît tout. Voilà, on fait une vidéo qui parle des idéaux. Les idéaux, donc, c'est normalement des parties de l'anneau, ici c'est Z,
ça a pour propriété d'être un sous-groupe pour l'addition, et puis d'être stable par la multiplication par l'anneau, c'est-à-dire là par Z. Et on a vu que ces idéaux-là, les idéaux de Z, ils sont classifiés. Ce sont des idéaux de la forme NZ, et on a même N unique si on décide qu'il est positif. Voilà. Alors on notera ça NZ comme ceci, juste le N pour éviter une écriture surchargée. Bon, c'est aussi des sous-groupes, mais c'est aussi l'ensemble des sous-groupes. Mais bon, voilà, là, c'est tellement exceptionnel pour Z qu'on passera là-dessus. Maintenant, regardons l'ensemble des idéaux. Et on voit qu'il est muni d'un ordre. Ben oui, l'ordre, c'est tout simplement l'inclusion, d'accord? Donc c'est l'inclusion des idéaux. Voilà, donc c'est un ordre, il faut le prendre puisque c'est un ordre. Il y a une addition. Alors, effectivement, on peut ajouter deux idéaux. Hein. On prend un idéal I, on prend un idéal J. Et ben, c'est comme pour les sous-espaces vectoriels, c'est l'ensemble des x plus y avec x dans I et y dans J. C'est effectivement un sous-groupe, parce que l'addition est commutative. Hein. Si on fait x plus y plus x' plus y', on peut repasser x plus y plus x' plus y plus y', voilà, je l'ai dit. Et puis c'est stable par multiplication par l'anneau, parce que c'est distributif et que I et J sont stables puisque ce sont des idéaux. Voilà, donc I plus J, c'est un idéal. Comme on l'a vu avec les sous-espaces, c'est bien de le caractériser. Et la caractérisation de I plus J, c'est que c'est le plus petit idéal qui contient I et J. D'accord? Parce que s'il contient I et J, alors il contient forcément I plus J parce que c'est un idéal, donc il est stable par plus. Et inversement, I plus J contient I et J. Et voilà. Donc tout se passe bien là-dessus. On a aussi une autre opération, c'est l'intersection. Bah oui, ça c'est clair que l'intersection de deux idéaux, ce sont des idéaux. Pareil, on peut le caractériser. L'intersection de I et J, c'est le plus grand idéal qui est contenu à la fois dans I et dans J. Voilà, bon, très simple. Et puis il y a un produit. Alors là, c'est un petit peu plus fin, il faut faire attention quand on fait le produit. Si vous faites le produit, juste le produit, bon, pour Z, tout est trop simple, tout marche bien. Mais en général, ça ne marche pas. Si vous prenez juste les produits, vous remplacez plus par multiplie ici, en général, vous n'avez pas une définition d'idéal parce que vous avez du mal à montrer que c'est un groupe pour l'addition. Donc on prend la somme des xk, yk avec xk dans i et yk dans j, et ça fait un groupe, et après un idéal, c'est clair. Voilà, alors donc je vous rappelle que tout idéal de z est de la forme nz, qu'on va l'écrire comme ça, n entre parenthèses, et que n est positif, va être unique si on le choisit positif. Voilà, alors voilà un tableau sur pourquoi les idéaux de z correspondent au nombre. D'abord, donc ici, l'idéal, on lui fait correspondre à un unique nombre n. L'inclusion maintenant, puisque c'est ordonné, deux idéaux sont inclus l'un dans l'autre si m divise n, d'accord? Alors ça, c'est un adage qu'il faut tout le temps avoir en tête. Avec le problème avec l'ordre, c'est que ça ne va pas dans les deux sens, donc c'est bien de se faire des systèmes mémotechniques pour pas se perdre, parce que des fois, on ne sait pas qui est plus petit et qui est plus grand. On sait qu'il y a une relation, mais on ne sait pas dans quel sens. Peut-être un peu de dyslexisme, je ne sais pas, mais ça fait du bien de savoir que diviser, c'est contenir. Vous voyez, lui, il divise, m divise, et là, c'est contenir. D'accord ? Et c'est logique, hein, parce que si m divise n, alors tout multiple de n est multiple de m. Donc ça, c'est inclus dans ça. Voilà. Donc, en particulier,
si je prends un idéal maximal, alors ce que j'appelle un idéal maximal, c'est un idéal, d'accord, qui est maximal pour la relation d'ordre là-dedans, sauf A. Évidemment, l'idéal Z, ici, d'accord, en fait, lui, Z, j'aurais dû le mettre ici, là-dedans, Z, lui, c'est un idéal, il correspond au nombre 1, d'accord, c'est l'unité. Donc lui, c'est de la triche, évidemment, c'est le plus grand. Mais sinon, il y a des idéaux qui sont maximaux, ou si vous préférez presque maximaux, c'est-à-dire différents de A, mais on dit les idéaux maximaux, ça veut dire que ce n'est pas l'idéal total. Si on appelle P un idéal maximal, différent de Z, ça veut dire que, puisqu'il est maximal pour l'inclusion, ça veut dire qu'ici, il est minimal pour la divisibilité, sauf 1, d'accord? Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un nombre premier, c'est-à-dire personne ne le divise, à part lui-même évidemment, et 1. Voilà. Maintenant, voilà pour l'ordre, d'accord? Maintenant pour l'addition, quand on ajoute deux idéaux, ça va faire un idéal. Cet idéal est forcément engendré par un élément unique, que j'appelle D. Et bien D, c'est tout simplement ce qu'on appelle le PGCD de M et N. Et ça, c'est grâce à la caractérisation. Étant donné que I plus J, c'est le plus petit idéal qui va contenir I et J, d'accord? Ça va vouloir dire que D est le plus grand pour la divisibilité, d'après diviser c'est contenir. D est le plus grand pour la divisibilité, nombre qui divise à la fois M et N. Voilà, vous traduisez juste les choses comme ça, c'est vite fait. Maintenant, vous prenez l'intersection M inter N. Donc c'est l'idéal engendré par M inter l'idéal engendré par N. C'est un idéal, donc il est engendré par un élément que j'appelle mu, qui est unique si on le prend positif, et mu, c'est ce qu'on appelle le PPCM. Pourquoi? Parce que l'intersection de deux idéaux, c'est le plus grand idéal qui est contenu dans I et J, donc ça veut dire que mu est le plus petit pour la divisibilité, qui va être multiple, dont petit m et petit m, que petit m et petit n divisent. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes. Maintenant, moins important, quand on prend m fois n, donc la multiplication de deux idéaux, m fois n, forcément, si on prend un multiple de m et un multiple de n, et qu'on les multiplie, on n'a forcément que des multiples de grand M, c'est-à-dire le produit Mn. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ce tableau en tête. Comment, à un moment, on s'est mis à idéaliser les nombres et à dire on va plutôt traiter avec les nombres, on va traiter avec les idéaux, parce que les opérations sont beaucoup plus naturelles. On ne sait pas d'où ça vient le PGCD, le PPCM, alors que la somme, l'intersection, le produit, l'inclusion, tout ça, c'est des choses vraiment naturelles. En plus que l'inclusion, c'est un véritable ordre, alors qu'on a vu que sur Z, on n'avait pas vraiment, la divisibilité n'était pas un ordre. Voilà, donc tout ça, c'est de la pub pour les idéaux. Déjà, le mot est vendeur.